10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de 10h midi, très chers amis téléspectateurs de la télé-école, la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le 18 novembre, le 18, le jour qui marque le début de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Nous allons plonger ensemble à travers votre rubrique jeunesse et entrepreneuriat, ensemble sur l'entrepreneuriat sénégalais avec notre invité sur la première partie de 10h midi. Ce sera tout de suite après le jingle. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Alors, je vous le disais tout à l'heure, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat avec un profil très intéressant que nous allons vous proposer, oui, pour participer à cette semaine, puisque Télé-École est là tout simplement pour servir et faire plaisir à tous nos téléspectateurs. Nous avons comme invité, très cher ami, dans la première partie jeunesse et entrepreneuriat, Monsieur Mohamed Diagne, qui est étudiant en sciences politiques et expert junior en climatologie, entrepreneur dans le domaine de la mode et tout simplement écrivain. Il a plusieurs casquettes. Mohamed, comment allez-vous? Enchanté Mbalé. C'est Merci un beaucoup. plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi et merci beaucoup pour l'invitation. C'est déjà un honneur d'être là avec vous dans l'émission de la télé-école pour parler tout simplement de l'entrepreneuriat et du vivant et du vivable sénégalais. Merci beaucoup, Mbalé. Tout le plaisir est pour moi, mon cher. Je prends le plaisir à 95%, je te laisse les 5%. Ok, on prend la guerre ensemble. Alors, dans la première partie, nous parlerons d'entrepreneuriat, mais dans la deuxième partie, nous parlerons dans la rubrique culture, nous parlerons d'écriture, tout simplement. Alors, on est dans la semaine mondiale, le jour qui marque en tout cas l'ouverture, le début de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et entrepreneurial? Enchanté Mbalo, merci beaucoup déjà de l'invitation. D'une manière un peu brève, mon parcours se trace comme tous les jeunes Sénégalais qui, après le baccalauréat, font l'université. Pour la plupart, l'université publique, d'autres l'université privée. Pour moi, c'était l'université publique sénégalaise avec le département de géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est toujours un plaisir de parler de l'université publique pour moi. Certes, il y a quelques points sur lesquels l'université doit mieux se concentrer maintenant, mais il y a quand même le socle que l'université représente et c'est notre fierté. Donc, c'est toujours une fierté de parler de là où je viens. C'est le département de géographie et spécialité climatologie, donc sur lequel je travaille peut-être pas mal avec un mémoire. Ensuite, c'est que moi, je suis, certes, on l'a dit tout à l'heure, d'une génération décomplexée. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est notre pensée. Nous, on se positionne dans ce cadre. C'est pourquoi, juste après le baccalauréat, j'ai fait une formation parallèle. Et en même temps, au département de géographie, j'ai été à Iman pour faire la science politique et les relations internationales. D'où j'ai eu mon bachelor, là-bas, la licence. Et là, je continue dans un établissement de la place où je fais un master en sciences politiques. Donc, c'est ces deux formations-là qui représentent un peu mon parcours académique. Et du côté de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Quelque chose qui s'est imposé à moi parce que je suis dans un terroir que l'on connaît comme la capitale artisanale du Sénégal, Ngaye Mékhé, je veux citer. Donc, là d'où je viens, on a des entrepreneurs. Là d'où je viens, on a des artisans qui travaillent sur à faire rayonner la culture de notre pays. Une grande partie de l'identité entrepreneuriale du Sénégal. Carrément, excellent. Donc, c'est cette culture-là que j'ai eue à très bas âge qui m'a conduit à me dire, en arrivant à l'université, mais qu'est-ce que je peux faire pour représenter ma zone, pour représenter mon terroir, mais pour participer à l'épanouissement économique de là d'où je viens. Et c'est pourquoi j'ai travaillé avec des chaussures de Ngaye en installant d'abord une première boîte que l'on a appelée Au Gazelle. C'était en 2022. Et jusque-là, on continue dans cette dynamique. Donc, tout pour vous dire que l'honneur est pour moi de prendre part à cette émission et de revenir sur la semaine de l'entrepreneuriat avec des parcours qui sont, certes, pas du tout atypiques, mais qui, ensemble, peut-être, constituent le socle, comme je l'ai dit tout à l'heure,
de notre enseignement et de notre vivant du Sénégal. D'accord. Merci. Alors, chacun a sa définition de l'entrepreneuriat. On parle beaucoup d'entrepreneuriat. Chacun a sa compréhension, sa Carrément. conception de Carrément. l'entrepreneuriat. Alors, Monsieur Diagne, selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Alors, d'une manière simple, en fait, moi, je vais dire que c'est répondre à un problème qui existe. Mhm. Moi, c'est la définition exacte que je donne à l'entrepreneuriat. Mhm. Au départ, on a des ambitions, au départ, on a des objectifs, mais lorsqu'on ne répond pas à un problème qui existe, on n'est pas dans le côté de l'entrepreneuriat. Et ça le différencie totalement de tout ce qu'on connaissait, en fait. Mhm. Il y a beaucoup de solutions qui existent, mais malheureusement, ce sont des solutions qui ne sont pas adaptées par rapport aux problèmes qui existent. Donc, Une belle phrase, ça me rappelle une phrase d'un grand professeur que je suis qui disait entreprendre, c'est résoudre des problèmes excellent, et faire en sorte que ces problèmes, que la solution t'apporte de l'argent. excellent, Et il dit on rencontre toujours des problèmes dans la journée. excellent. Et si on prend le temps de noter, à la maison, on va réfléchir. Qu'est-ce que je peux proposer comme solution? On aura chaque jour des idées d'entrepreneuriat. Excellent, Donc, une très belle phrase que j'aime bien. mhm. Et ça vous dit que au matin, vous pouvez ne pas être entrepreneur et à la soirée être entrepreneur. Exactement. Carrément. Ça Exactement. vous donne juste le sens de l'observation. Et c'est pourquoi Mhm. la géographie est intéressante pour moi. Mhm. Il y a un de mes professeurs, M. Mamser Ngom, qui disait que la géographie, c'est d'abord le sens de l'observation. Donc, vous observez ce qui vous entoure. Vous voyez qu'il y a des problèmes qui existent. Et là où il y a des problèmes, il n'y a pas des obstacles, mais il y a des défis à surmonter. Mhm. Et à partir de ce moment-là, si vous avez une solution qui est adaptée par rapport aux problèmes existants, là, du jour au lendemain, vous pouvez devenir un entrepreneur. Mhm. Donc, moi, de ma conception, être entrepreneur, c'est résoudre un problème, ni plus, ni moins. Mhm. Là, c'est le tir de John C. Maxwell, en fait, Ouais. quand il parlait du leadership. Maxwell. Résoudre un problème, ni plus ni moins, et faire en sorte que cette solution Vous apporte rapporte de l'argent. Excellent. Hein? Essayez tout le temps de voir qu'est-ce que je peux faire pour faciliter. Hein? Alors, vos études ont-ils eu un impact sur votre parcours entrepreneurial? Oui, je peux dire, mais aussi je peux parler plus de l'inverse. C'est Mhm. plus le fait que dès le début, je me suis dit qu'il faut que je sois Mhm. entrepreneur dans le domaine de la mode en rehaussant le niveau de la fabrication des artisans de Ngaï qui m'a poussé à faire des études, surtout en administration des affaires. Mhm. Au début, c'était la science politique. Moi, je suis passionné par la science politique. Je suis passionné par la science politique parce que dès le départ, j'ai fréquenté beaucoup de mouvements Mhm. dès mon plus jeune âge. Mais je me suis dit que le malheur des fois qui fait notre pays, c'est Mhm. qu'on a beaucoup de politiciens qui malheureusement n'apprennent pas la science politique. Et lorsque vous n'apprenez pas la science politique, peut-être tu es bon dans un secteur, mais Mhm. dans le domaine de la politique, il y a des lacunes. Mhm. Et je me suis dit que moi, je dois être un représentant de mon terroir. Donc, j'ai fait la science politique. C'était pourquoi Mhm. la science politique était mon premier choix après le baccalauréat. Et c'était à l'université Gaston Berger. Mhm. Mais malheureusement, on m'a orienté à mon quatrième choix. C'était la géographie à l'université de Dakar. Mhm. Mais comme que les rêves, les ambitions ne se perdent pas, Mhm. moi, je me suis dit, pourquoi pas ne pas cumuler entre les deux? C'est pourquoi j'ai fait la science politique. Mais lorsque... Magnifique Mbalo, mentalité, mais- très intéressante. mais Mbalo, mais lorsque je suis arrivé à la licence, Mhm. là, il y avait des solutions qui se présentaient à moi. Mhm. Vu qu'on fait tronc commun dans les universités privées du pays, Mhm. il y avait l'administration des affaires, il y avait la Sciences Po, il y avait les relations internationales. Mhm. L'administration des affaires, le droit des affaires, ce qui vous enseigne le monde de la négociation, le monde des affaires, la sécurité, la fiabilité, l'interdépendance. Et tac, je me suis dit, mais moi je suis entrepreneur, mais pourtant j'étais tout simplement dans le cadre informel. C'est le moment, c'est le cours qu'il me fallait pour me penser dans le monde formel. Mhm. Pour devenir un entrepreneur qui, même si on n'a pas encore tous les moyens, d'établir un cadre légal de notre entreprise et pouvoir y travailler. Voilà pourquoi, certes, il y avait des études. Mhm. Les études ont impacté mon parcours entrepreneurial, mais c'est plus l'inverse. Mhm. Le parcours entrepreneurial, à un moment, a pris le dessus sur les études et qui l'ont un peu plus ou moins orienté. Alors, magnifique, magnifique mentalité. Charles Darwin le dit souvent, ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent qui survit, c'est le plus adaptable au changement. Et c'est Excellent. à travers cette adaptation qu'aujourd'hui tu as pu être entrepreneur, être étudiant en même temps et continuer quand même à te battre pour tes rêves. Bien vrai que tu n'as pas été orienté là où tu voulais, mais on ne perd jamais de vue notre rêve. Carrément. Magnifique, Carrément. magnifique. Alors, étudiant et entrepreneur, Mhm.
aujourd'hui, je peux dire au Sénégal, nous avons pratiquement la quasi-totalité des étudiants sont des Sur entrepreneurs. les entrepreneurs. Voilà. Donc, est-ce qu'il est facile Mhm. de combiner les deux, Mhm. l'entrepreneuriat et la vie estudiantine? Alors, hier, j'ai suivi une vidéo et la personne, ce qu'elle a répondu à cette question, c'est juste le plus grand mensonge qu'il a jamais entendu, Waouh. c'est lorsqu'on lui dit que ce n'est pas du tout simple. Ce n'est pas simple. Waouh. Bon, on va dire hein, des contre-vérités. Bon, d'accord, allez-y. Ok, en fait, elle dit que ça, c'est un mensonge en fait qu'il a entendu. Ce n'est pas si simple. À chaque fois, on vous dit cette réponse et lorsque vous vous mettez à l'œuvre, vous voyez que pourtant c'était simple. Pourtant c'était simple, mais malheureusement, les autres ne le voyaient pas de cette manière. Mais parce que les autres ne sont pas vous, il y a toujours une différence entre vous Et les autres. et les autres. Et lorsque vous commencez à avoir cette mentalité, vous vous dites, quand j'ai quelque chose que je peux l'imaginer, que je peux penser à cette chose, c'est parce que cette chose peut exister. Excellent. Et quand tu penses de cette manière et que vous êtes étudiant, que vous êtes analphabète, que vous êtes handicapé, mais que vous avez la pensée que vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Quels que soient les obstacles qui se présentent devant vous. Malheureusement, on a cette conception dichotomique-là entre les études et l'entrepreneuriat. Mais pour moi, ce n'est pas deux mondes si différents. Pour moi, c'est être étudiant, ça vous donne les bagages intellectuels dont vous avez besoin pour vous lancer dans un projet. Mais ce qui va faire réussir le projet, c'est vous. C'est votre mentalité. C'est la confiance que vous donnez à ce projet. Donc, études et entrepreneuriat, c'est quelque chose qui sont conciliables. C'est quelque chose qui peut aller de pair. Comme si on a des entrepreneurs aujourd'hui qui font l'histoire de notre monde et qui, pour la plupart, n'ont pas des études trop avancées. Parce qu'à un moment, ils ont fait le pari entre le business et leurs études. Mais c'est en un moment. C'est qu'ils ont arrivé à un terme où l'un ne peut pas aller avec l'autre. Il fallait faire un choix. Mais nous, par rapport à notre position Mbalo, on a la possibilité de faire des études. Et parce que le monde nous donne des possibilités d'entreprendre, on n'est jamais... Le monde dans lequel on évolue maintenant, c'est le monde le plus avancé de notre existence. Ouais. Et on peut être ici et être dans un autre cadre au même moment. Donc, Mbalo aujourd'hui, ne pas entreprendre, c'est juste une question de volonté. Mais est-ce qu'il y a possibilité de concilier les études et l'entrepreneuriat? Pour moi, la réponse est toujours positive, Mbalo. Et je pense que le système américain ne fait que te conforter dans cette position, puisque aux États-Unis, la quasi-totalité des entrepreneurs, des étudiants doivent contribuer, ils doivent payer une part de leurs études. Donc, ils travaillent et étudient en même temps. Carrément. Donc, ils sont, avant l'obtention de leur diplôme, ils sont déjà des entrepreneurs. Carrément. Contrairement au système français dont nous avons hérité, c'est un système qui te paye. Tu as une bourse, tu étudies, on t'apprend, on va te payer avec une bourse. Ensuite, on t'apprend à écrire une lettre de motivation, un CV, à faire des dépôts de demande d'emploi et à patienter. Carrément. Mais comme le dit Youssoufa, la patience, c'est pas attendre, c'est agir en attendant. Autrement dit, entreprendre en attendant le métier de rêve. Hein? Donc, c'est exactement ça. Alors, lors de votre parcours d'entrepreneur, est-ce que vous avez bénéficié aujourd'hui de soutien particulier? Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, pas encore, parce que pour moi, le soutien, certes, peut exister sous différents cadres. Si c'est sur le côté financier, pas encore. Mais moi, mon soutien a été pour la plupart l'œuvre de quelques centres d'incubation du pays. Oui, je voulais justement parler des incubateurs. Excellent, excellent. Incubateurs ou bien, voilà, peut-être un programme ou des études ou des séminaires ou des rencontres qui vous ont été très bénéfiques. Excellent. Je vais intervenir dans cette question avec deux ordres. D'abord sur l'ordre externe. Sur l'ordre externe parce que l'influence est venue de là-bas. Dans l'entrepreneuriat, Mbalo, on a besoin des mentors. Dans l'entrepreneuriat, on a besoin des idoles, des personnes qui... Et c'est dans tous les domaines. Carrément, carrément. Donc, même dans le domaine de la parole. Dans tous les domaines. Excellent. On a besoin de mentors dans tous les domaines. Carrément. Parce que ça vous donne la possibilité d'avoir un regard beaucoup plus éloigné que ce que vous devriez avoir. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, sur le cadre externe, pour moi, c'était avec Kai Job. C'était avec Kai Job, avec des mentors comme Amdi Barham Sané, avec des mentors comme Makhtar Babi, avec des mentors comme Dior Sénégal. Ça veut dire, ce sont des personnes qui nous ont permis de suivre des sessions de formation sur des domaines variés de l'entrepreneuriat, le design thinking,
marketing digital, l'entrepreneuriat d'une manière globale, la formalisation d'une entreprise. Donc, cette incubation-là a été pour moi utile pour mieux consolider ma place en tant qu'entrepreneur. Ça, c'était sur le domaine externe. Et aux côtés de Kaidiop aussi, il y avait la session de Ziz qui a été en collaboration avec cette structure et d'autres structures aussi qui m'ont permis d'avoir beaucoup plus de notions dans le côté de l'entrepreneuriat. Mais à côté de ça, il y a un cadre interne. Quand je parle d'un cadre interne, je pense à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Moi, à l'université, c'est le cadre où je vis depuis plus longtemps. Moi, à l'université, c'est le cadre où il y a de la performance qui se gagne. Et avec l'université, on avait un réseau, c'était le réseau des étudiants entrepreneurs. À chaque fois, on organisait des séances, on travaillait ensemble et c'était l'occasion pour parfaire nos idées de projet, pour les mettre en œuvre, pour avoir un cadre de tester et ensuite pour mieux avancer. Parce que lorsqu'on ne teste pas un produit, on ne peut pas connaître la fiabilité de ce produit. Et avec les entrepreneurs, vous avez des retours objectifs et ça vous donne une vision large sur l'idée que vous devrez faire et comment est-ce que vous pouvez l'adapter par rapport à une demande sociétale. Donc, à l'université, c'était le réseau des étudiants entrepreneurs, mais dehors, moi, je pense que c'était Kaidiop, que je remercie de passage. Et vous avez parfaitement raison. On a besoin de mentors, de guides et tout. Et surtout pour tous ceux qui veulent réussir, que ce soit dans leur projet personnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat, et surtout les jeunes. Je disais souvent, j'avais l'habitude de le dire, je le répète, à un moment donné, il faut choisir entre la mode et un modèle. Parce que la mode va tôt ou tard se démoder, mais un modèle nous servira toujours de source d'inspiration et de motivation pour la réalisation de nos projets. Voilà pourquoi il est important, voire même indispensable, d'avoir un mentor. Excellent. Cherchez des mentors. Ce sont des mentors. Voilà. Alors, mon cher, entreprendre n'est pas facile. Pas du tout. Le quotidien de l'entrepreneur, c'est l'échec, les obstacles, les problèmes. Hein? Parfois, on calcule, ça ne marche pas. On a le projet, ça va pas. Et ça me fait penser à cette phrase de Théo Lam dans son livre Lettres à la jeunesse africaine. Il dit, l'entrepreneur qui veut réussir, il doit avoir une arme et cette arme suffira. L'arme, c'est quoi? C'est le refus catégorique du découragement. Parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Excellent. Comment est-ce que vous déjà vous avez rencontré des difficultés, des obstacles, des échecs? Comment vous avez vécu ça? Et quel est le message que vous donnez aujourd'hui aux entrepreneurs qui sont en train de rencontrer les mêmes difficultés? Carrément. Vous savez, pourquoi le domaine de l'entrepreneuriat est passionnant, Balo? C'est que chaque entrepreneur a son propre histoire. C'est que derrière chaque entrepreneur, il y a des obstacles qui ont été passés, qui ont été dépassés. Et lorsque vous donnez des solutions, lorsque vous donnez des conseils dans ce cadre, vous revenez à un point de départ. C'est que par rapport à la situation qui se présente, soit vous abandonnez, soit vous continuez. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas d'essai d'abord sur la modulation de votre idée. Parce que tout commence par une idée, Mbalo. L'entrepreneuriat, c'est une question de pensée. Mais lorsque vous pouvez le concevoir ici, c'est parce que vous pouvez le matérialiser. Et lorsque vous arrivez à ce stade-là, quels que soient les dires autour de vous, quel que soit ce que la société, quel que soit ce que la famille, quel que soit ce que les amis pensent de votre idée du moins, vous avez la certitude que vous pouvez faire arriver à bout cette réflexion, cette pensée et le matérialiser en quelque sorte. Donc les obstacles pour moi, ça a été d'une manière globale avec des manques de financement, mais ça c'est sur le côté matériel. Mais en fait, moi quand je parle de l'entrepreneur Mbalo, pour moi c'est plus une question de mentalité. Effectivement, vous avez parfaitement raison. C'est plus une question de regard vis-à-vis du monde. Est-ce que le monde est assez dur ou bien est-ce que vous êtes assez dur pour pouvoir surpasser les obstacles qui se font face devant vous? Et lorsque vous avez cette mentalité-là, vous avez déjà une mentalité de guerrier. Et vous vous dites que je vais m'engager dans ce domaine du moins. Il y aura des obstacles, mais je vais les surmonter. Et l'intéressant, c'est que lorsque vous voulez quelque chose, c'est comme tout l'univers qui se conspire à vous faire arriver à cette chose. Je tiens cette citation-là de Paulo Coelho. Et pour moi, c'est la pensée que l'entrepreneur doit avoir. Ne jamais se décourager par rapport à une situation et voir que
le résultat final demande toujours des sacrifices. Donc, on fait face à des obstacles, on les surmonte, mais demain, il y aura d'autres obstacles qui vont se présenter à nous, mais on va encore les surmonter parce que la mentalité est là. Et sans la mentalité, on ne peut pas parler d'entrepreneur. Ça, c'est là. Et c'est tellement vrai, comme le dit Napoléon Hill, hein? On ne manque pas d'argent, on n'est pas pauvre. Tout ce qu'on manque, c'est une idée. Carrément. Et c'est l'idée qui fera la richesse. Je suis d'accord. Donc, tout part d'une idée. Maintenant, si tu as l'idée et que tu es prêt à te lancer parce que nos pensées deviennent nos mots, nos actes et nos actes vont déterminer notre personnalité. Carrément. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, cause bi gën a mag échec u entrepreneur bokk na ci bëgg lu yomb. Je suis d'accord. Tous les entrepreneurs, en fait, entreprendre, ce n'est pas passer son temps à copier les idées des autres. Je suis d'accord. Bii dox na rek damay def ni moom. Je suis d'accord. Cherchez, posez-vous les questions, essayez de trouver l'idée et faites la différence. Développez des choses avec innovation. Alors, dans ce cadre, j'interviens pour dire que sans innovation, on n'est pas entrepreneur. Alors, on a les personnes les plus riches du monde. Et jusque-là, elles continuent du moins à faire des découvertes. Pourquoi? Ouais. Et pourtant, elles pourraient se cantonner sur leur situation. Et là, et même, ils vont trouver une découverte, ça va faire un boom, et les gens vont tourner, ils vous laissent ça, ils vont chercher autre chose. Carrément. Et ce que j'ai compris avec l'entrepreneuriat Mbalo, c'est que les personnes, la cible, le public, il a quelque chose. Cette quelque chose-là, c'est le temps qu'ils gagnent, la rapidité et le fait que ça ne les coûte pas trop cher. Trop cher, effectivement. C'est ça l'idée de l'entrepreneur. Il y a des solutions qui existent déjà sur le marché. Mais pour la plupart des solutions qui ne nous satisfassent pas. Et nous, lorsqu'on se dit, mais est-ce qu'on peut avoir une même solution, mais qui est beaucoup plus rapide, qui est moins chère et qui ne vous coûte pas beaucoup de temps, là, la personne va le prendre. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui va trop vite. Ouais. Donc, c'est pourquoi l'innovation continue de faire la vie de l'entrepreneur. L'efficacité et l'efficience. Carrément. Voilà, être... Direct. Voilà. Alors, mon cher, je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, surtout des étudiants, et il est quand même important d'avoir un équilibre entre la vie estudiantine et entrepreneuriale. Aujourd'hui, quel est peut-être le conseil, quelles sont les astuces que vous pouvez partager avec les téléspectateurs pour quand même maintenir cet équilibre voilà, entre les exigences académiques et le développement d'un projet entrepreneurial? Excellent. Mbalo, moi, il m'a fallu 4 ans pour comprendre une réalité. C'est qu'au départ, on a tous dit, moi, j'arrête les études pour entreprendre. On l'a souvent entendu. Et par exemple, des fois, des personnes, ils prenaient Mark Zuckerberg, ils prenaient Steve Jobs, ils prenaient Elon Musk comme exemple. Mais en fait, moi, j'ai lu un livre et j'ai compris que c'était archi faux. Non, ces derniers n'ont jamais arrêté. Carrément, c'était archi faux en fait. Ça veut dire c'était une réalité entrepreneuriale sur laquelle se basait leur communication pour pouvoir intégrer le marché. C'était tout à fait normal, mais ce n'était pas du tout la réalité. Donc, l'étude va de pair avec l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que d'abord, ça vous donne les éléments nécessaires pour impacter votre communauté sans même pour autant avoir fini tout ce que vous faites. Et voilà le sens, voilà la quintessence de l'entrepreneuriat. Vous impactez votre communauté alors que vous n'êtes pas encore sur votre très long terme. Et pourquoi les études ne doivent pas laisser en rade au détriment de l'entrepreneuriat? C'est parce que lorsque vous êtes entrepreneur, c'est une fonction, mais une fonction qui peut être éphémère. Par exemple, à un moment, vous êtes entrepreneur, vous créez une entreprise et vous y travaillez. Mais peut-être tôt ou tard, l'État de votre pays ou bien le monde d'une manière globale aura besoin de votre connaissance. Vous travaillez pour une institution internationale ou même multilatérale. Mais à ce moment-là, on va vous prendre certes par l'expérience que vous emmagasinez, mais on va vous prendre aussi par le diplôme que vous présentez. Donc c'est pourquoi il est intéressant de miser sur les diplômes à avoir, mais tout en restant sur votre parcours entrepreneurial. Et le parcours entrepreneurial, Mbalo, lorsque vous êtes dedans, ça vous donne les skills nécessaires pour pouvoir surmonter les obstacles à l'école. Et c'est ça l'intéressant, en fait. Il y a des situations, vous les dépassez, à l'école, vous aurez les mêmes situations, et vous savez que vous avez déjà l'expérience et vous allez les surpasser. C'est pourquoi l'étude et l'entrepreneuriat, pour moi, surtout dans notre monde du 21e siècle, là, vont ensemble. Et toute personne qui va vous dire peut-être le contraire, peut-être n'a pas encore
eu de l'expérience L'expérience. vis-à-vis de cette pratique. Les Et réalités demandez du au coach terrain. Malo, Mhm. demandez à d'autres coachs. Mhm. Ils vont vous dire que l'entrepreneuriat dans notre monde aujourd'hui renforce votre position, mais ne vous défavorise pas. Mhm. Et c'est pourquoi... Et c'est vrai, c'est vrai. En fait, je sens que c'est un passionné qui me parle. Carrément. C'est quelqu'un qui a du vécu, qui a senti les choses, qui les a touchées, quoi. Carrément. Hein, qui s'est parfois cogné la Carrément. tête. En fait, quand on dit c'est pas du tout facile comme tout à l'heure, Ouais, moi je me dis c'est parce que c'est pas facile que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. ouais. Lorsque vous décidez d'être Entrepreneur. entrepreneur, vous êtes sur le chemin. Mhm. Et combiner entrepreneuriat et études, pour moi, ce n'est pas du tout facile, en fait, Mhm. au regard de tous les obstacles que vous devriez faire face. Mhm. Mais lorsque vous arrivez à vous épanouir dans ce cercle, Mhm. vous allez voir des Mbalo, vous allez Mhm. voir des Mbayang qui ont déjà Des connu les mêmes Mohamed Diagne, situations. hein, des Carrément, Mohamed Diagne. carrément. Et- Alors, et vous avez raison, parce que c'est pas une excuse. Carrément. Je veux entreprendre, je veux abandonner mes études. Mhm. Dernièrement, il y a une étudiante qui m'a... Parce que souvent, on nous envoie des messages pour des conseils et tout. Ok, Elle m'a vu dans une série Promesse. ok. Elle m'a envoyé un message pour me dire, monsieur, j'ai décidé d'arrêter mes études pour me concentrer. Aide-moi parce que je veux devenir actrice. Ok. Manétier, tu arrêtes tes études parce que tu veux devenir actrice, quoi, pour Ouais. Marodi et Ouais, tout. ouais. Elle me dit, c'est mon rêve. Et voilà, parfois, quand on a un rêve, il faut savoir faire le sacrifice. Mais tu n'as pas compris. Ouais, ça, c'est- Tu n'as pas compris parce C'est qu'il y a ça. l'illusion. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec l'entrepreneur. Carrément. Aujourd'hui, l'entrepreneur, il faut qu'il soit compétent. Plus tu es compétent, plus tu innoves. Plus tu innoves, plus tu as de la clientèle, plus tu peux satisfaire, plus tu peux avoir un marché. Parce que Donc, la réussite de l'entrepreneur, ce n'est pas le projet, c'est l'entrepreneur c'est lui-même. c'est l'entrepreneur. Donc, c'est ça. Plus tu travailles sur ta personne, Mhm. plus tu as des résultats. Donc, Carrément. au contraire, l'entrepreneur doit être un doublement Ouais. ou triplement Carrément, étudiant. carrément, Voilà. carrément, carrément. Donc, alors, j'aurais aimé avoir plus de temps Ouais. parce que c'est intéressant. Ouais, trop mal. Parce que voilà, on parle de l'entrepreneuriat, on parle d'actualité, la Ouais. semaine de l'entrepreneuriat. Mais bon, malheureusement, moi-même, Mhm. d'ici 5 ans, Ouais. d'ici 10 ans, Ouais. où sera Mohamed? Qu'est-ce que vous allez, voilà, quels sont vos objectifs, vos projets? Ok. Moi, je veux être au sommet de mon pays. Hmm. Quand je dis au Son sommet, Excellence? peut-être. Mais en fait, quand je dis au sommet de mon Mhm. pays, d'abord sur le domaine de l'entrepreneuriat, Mhm. c'est que pour moi, on a besoin des champions dans le domaine industriel Mhm. de notre pays. Bien. Par exemple, moi, lorsque je vois Ngaï avec toutes ses potentialités, je me dis que la situation devrait dépasser là où elle est maintenant. Qu'il y a des artisans, mais on a besoin de gravir ce tremplin-là pour dépasser le cadre artisanal et embrasser le cadre industriel. Effectivement. Aujourd'hui, Ngaï doit être ben up boo xam ne sur la scène internationale, dañ koy convoiter un peu partout. Effectivement. C'est bien possible. Pourquoi c'est possible? Mhm. Parce qu'au départ, le seul problème que l'on avait, c'était la compétence. Mais aujourd'hui, la compétence commence à être une réalité. Parce que vous voyez les cordonniers d'Ngaï qui vont un peu partout dans le monde pour se former et revenir en Ngaï pour faire non pas seulement des chaussures, mais des sacs, travailler sur la mode avec tous les éléments que présente aujourd'hui LVMH, Gucci, Dior. Donc moi, je vois Ngaï comme une marque. Pour l'instant, Ngaï, c'est juste un label qui est exploité par plusieurs personnes. Mais lorsqu'on arrive à avoir une marque qui fédère la création de Ngaï avec une industrie qui va embaucher beaucoup de personnes au sein de Ngaï et des villages environnants, là, on aura un cadre industriel qui sera beaucoup plus développé et qui fera de Méré, de Sénégal, de l'Afrique, une zone qui va exporter ses modèles un peu partout dans le monde. Donc moi, quand je parle de Ogazelle, c'était la première entreprise dont j'ai créé qui était sur la vente de chaussures d'Ngaï, tout simplement. En 2024, j'ai vu qu'il y avait une demande, c'était que les étudiants avaient des sacs, mais des sacs qui ne faisaient pas de rentrée. Et je suis arrivé avec Unique. Unique qui était un sac en cuir, dont la plus-value était 2 rentrées consécutives avec une valeur qui a été abordable pour l'étudiant. Donc, je vois qu'on a des sacs, qu'on a des chaussures, mais aujourd'hui, il faut que l'on arrive à avoir un cadre industriel au sein de notre terroir pour faire de cette zone-là une zone exportatrice dans le domaine de l'exploitation du cuir
et de son rayonnement du Sénégal et de l'Afrique un peu partout dans le monde. Machallah, nous avons un futur Serigne Mboup, un futur Youssou Ndour, un futur, comment on va appeler ça? Quels sont vos mentors ici au Sénégal? Carrément, dans le domaine de Dans le domaine de l'entrepreneuriat. Carrément. Voilà. Vous avez qui comme mentor? Pour l'instant, je dirais, il y a Anta Babacar. Anta, futur. Vous savez, Anta Babacar Ngom. Au Sénégal, lorsqu'on est politique, malheureusement, on est perçu que par cette fonction. Mais il y a derrière ces personnes-là des réalités. Derrière Anta Babacar, derrière Bougane, derrière Serigne Mboup, derrière Kabirou Mbodj, derrière le gars de CSE. Il y a des réalités, il y a des réalités entrepreneuriales et la jeunesse a besoin de ces personnes-là pour s'inspirer et pour continuer à faire leur monde. Et notre sens malo, c'est que nous, on est d'une génération décomplexée. Quels que soient les obstacles, on sera, Inch'Allah, Rabbi, à notre fin. Inch'Allah. Dañuy dem ba jeex. Alors, ce fut un plaisir, Mohamed. Ce fut un plaisir de te recevoir sur ce plateau de 10h midi pour parler d'entrepreneuriat, de la semaine de l'entrepreneuriat. Alors, avant de passer à la rubrique culture, parce que voilà, nous allons discuter d'un si long mémoire qui n'a pas été soutenu, toujours avec notre cher invité Mohamed. Mais avant de conclure cette rubrique, quel est le message final que vous souhaitez adresser aux jeunes qui se sentent appelés par l'entrepreneuriat ou bien à la jeunesse en général? Alors, on est dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et pour moi, une idée n'est jamais toute faite. Lorsque vous attendez d'être prêt pour vous lancer, jamais vous ne le serez parce que le bon moment n'arrivera jamais. Et lorsque je parle à des jeunes, pour la plupart, c'est que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, non pas parce que vous avez une idée toute faite, mais vous vous lancez pour parfaire une idée que vous avez déjà. Donc, vous avez cette mentalité-là, ça vous donne la possibilité de commettre des erreurs au départ, mais de pouvoir affiner, peaufiner l'idée, la pensée, le produit que vous avez au fur et à mesure que vous avancez. Donc, lorsque vous avez une idée, essayez de matérialiser cette idée-là, quel que soit là où vous êtes. Vous avez des moyens, vous avez des possibilités, vous avez la possibilité d'impacter avec les moyens du bord. Usez vos moyens du bord et commencez à impacter là où vous êtes. Demain, vous serez dans une autre situation et vous pouvez continuer cette pratique. Donc, n'attendez pas le bon moment, vous êtes le bon moment. N'attendez pas le bon moment, parce que voilà, l'idée, l'action. Agissez en homme de pensée et pensez en homme d'action. Pour résumer tout simplement cette brillante présentation de Mohamed Diagne, mesdames, messieurs, très chers amis téléspectateurs, nous allons, passer à notre deuxième rubrique, la rubrique culture, où nous parlerons tout simplement d'un livre que Mohamed va nous présenter. Ce sera tout de suite après le jingle. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Bienvenue dans la deuxième partie de cette matinale avec la rubrique culture. Je vous le disais tout à l'heure, un si long mémoire, non jamais soutenu, de notre cher ami Mohamed Diagne. On va échanger autour de ce livre, on va discuter. Donc Mohamed, déjà ma première question, j'aimerais peut-être que vous puissiez revenir un peu sur votre parcours d'écrivain. Voilà, avant de parler du livre. Okay. Excellent. Merci beaucoup, Mbalo, de la question. Écrire, d'abord, c'est une question de passion. Et si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas écrire. Des fois, on comprend ça d'une manière globale, d'une manière assez large. Mais pour moi, c'est dans le détail que ça se fait. Lorsque vous écrivez, que ce soit une phrase, que ce soit un paragraphe, que ce soit un texte, si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas passionné à ce moment-là, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on parle du parcours d'écriture, pour la plupart, ça devient compliqué parce que même l'auteur ne comprend pas à quel moment il a écrit tout le livre.
Parce que des fois, il peut arriver des semaines où tu n'écris pas parce que tu n'étais pas du tout Inspiré, inspiré, ouais. carrément. Et lorsque vous forcez à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Au départ, c'est comment j'ai fait pour écrire mon premier essai, c'était Afro-Clément. Mais après, j'ai compris que si vous devrez trop écrire, il va falloir des fois ne pas même avoir l'envie, mais écrivez quelque chose. C'est pourquoi le parcours d'écrivain, pour moi, ça se passe plus la nuit. Les grands écrivains, peut-être Boubard Bella. carrément, carrément. Parce que vous êtes inspiré à ce moment-là, vous êtes avec vous-même et vous pouvez dire réellement ce que vous pensez. Donc, c'est un parcours qui, pour chaque auteur, est différent, mais qui, dans la généralité, pour moi, se résume à quelque chose. Écrire lorsque vous êtes inspiré. Carrément. Écrire lorsque vous êtes inspiré et trouver les moments propices, hein, comme la nuit, dans le calme, hein, surtout pour les poètes là. Ok. Alors, pouvez-vous voilà, nous parler de ce livre, donc de nous donner un aperçu du livre, des sujets qui sont développés. Est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie ou c'est une fiction? Alors, déjà, merci beaucoup de la question, Balo. En fait, je l'ai dit la dernière fois et je vais répéter ça. C'est toujours compliqué pour un auteur de parler de son livre. C'est toujours compliqué parce que des fois, tu influences la manière de lire de Ouais, votre lectorat. la Parce- perception. Carrément, la perception. Et pour moi, lorsque l'œuvre est produite, ça ne vous appartient plus. C'est au lecteur de faire de ça son propre livre et de lui donner la compréhension dont il ou elle veut par rapport à ce livre. En fait, au départ, le résumé pour moi, ça se passe ainsi. Fanta, qui est le personnage principal, est issu dans les contrées de Soum. Soum, qui est de Foundiougne à Fatick, et elle est arrivée à l'université de Dakar. Et grâce à Fanta, ce n'est pas son histoire qui est relatée ici, mais c'est la réalité universitaire dont Fanta est témoin. Donc avec Fanta, on a compris les thématiques qui se passent réellement à l'université, le syndicalisme légendaire, l'intégration de la culture au sein de l'université, la politique à l'intérieur de l'université et la manière dont le système LMD se passe à l'intérieur de l'université. Donc avec Fanta, on a pu comprendre quelles sont les défaillances, quels sont les méfaits, quels sont les points dont l'université publique sénégalaise devrait surmonter maintenant et qui constituent toujours un problème. Et grâce à Fanta aussi, on a compris que l'université publique sénégalaise a une réalité pour chaque étudiant. Que chaque étudiant y entre des fois avec des rêves, mais pour la plupart, il demeure avec désolation. Malheureusement, c'est ça l'université de notre siècle. Et Fanta a été le personnage qui a retracé toute cette vie-là à l'intérieur de l'université. Et grâce à elle, on a compris que l'université publique sénégalaise aujourd'hui a besoin d'avancer sur quelques points. Donc, avec ce livre, pour moi, c'était un livre témoin. Un livre témoin parce que moi, je me suis dit que tu ne peux pas te dire écrivain parce que tu produis quelque chose alors que tu ne donnes pas aux autres la possibilité d'avoir une vue sur ce qui se passe à l'intérieur de ces quatre murs. L'université Mbalo est un mythe. Ouais. L'université est Effectivement, l'université, c'est l'une des plus grandes écoles de la vie, hein. d'accord. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Carrément. Si tu n'entres pas, tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Tu ne comprends pas. Alors, avant de poser une autre question, moi, j'aimerais comprendre pourquoi un si long mémoire jamais soutenu le titre Carrément. de ce livre. Pourquoi? Carrément. Même un titre est pas difficile à trouver, mais est toujours mystérieux. Titre. Et lorsqu'on parle de mémoire, on passe à l'université. Lorsqu'on dit un mémoire qui n'est jamais soutenu, pour moi, ce n'est pas sur le texte de manuscrit sur lequel on travaille lors de notre fin d'études de master, mais c'est plus sur la vie qui se passe à l'intérieur de l'université. Malheureusement, on peut dompter Cheikh Anta Diop en étant à l'université,
mais on ne peut pas dompter tout ce qui se passe à l'intérieur de l'intérieur de l'université Cheikh Anta l'université. Diop. Donc, c'est pourquoi, même si toi, tu prétends à soutenir les mémoires à la fin de tes études, tu ne pourras pas le faire. Parce que ici, le mémoire, c'est un mémoire pour la vie. C'est pourquoi un si long mémoire ne sera jamais soutenu. Pour la plupart, il y a des étudiants qui pensent que je parle avec eux parce que malheureusement, le master est un peu compliqué de soutenir à l'université. Mais je ne parle pas avec ces étudiants-là. Pour moi, ce qui a été plus intéressant avec ce titre-là, c'est de montrer qu'à l'université, il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que nous tous, on est en train, on veut soutenir un mémoire, mais malheureusement, on n'y arrive point. On n'y arrive point parce que si on se focalise sur le côté pédagogique, l'université est au-delà de cette approche. C'est pourquoi ce titre, c'est pourquoi un si long mémoire jamais soutenu. C'est aussi, c'est plus large que je l'imaginais, hein, parce que pour moi, c'est, voilà, on parlait d'un mémoire qui n'a pas été soutenu, il y a une histoire derrière. Alors, monsieur a ratissé plus large, hein, monsieur, bon, vraiment, respect, hein, chapeau bas. Alors, quelle a été la partie la plus compliquée, la plus difficile à rédiger? Pour moi, c'est un peu ce que vous dites en prise de parole. Je pense la péroraison. Ouais. Je pense que c'est la fin. La fin, la Ouais, péroraison. la péroraison. Ouais. Je pense que c'est la... Si le coach Mbaye était là, il allait te donner plus deux. Hein. L'homme de la péroraison, le pinacle. Ok, coach Mbaye, c'est plus deux. Donc. En fait, pour moi, c'est la partie la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'il fallait, après avoir relaté tout ce qui se passe à l'université, de se constituer comme une solution brève, de donner une approche qui pourrait être idéalisée, qui pourrait être adoptée pour parfaire le vécu à l'intérieur de l'université. Parce que tout à l'heure, les thématiques développées, je vous l'ai dit, c'est le syndicalisme. Mais si le syndicalisme est un problème, c'est parce que normalement, il doit y avoir une solution. C'est la politique à l'université. Si la politique se passe d'une manière non avertie à l'université, c'est que normalement, il doit y avoir une solution. C'est l'intégration de la culture. Par exemple, des cultures qui sont importées et qui habitent l'université, mais d'une manière compliquée. D'une manière compliquée, pourquoi? Parce que si la culture est déracinée de là où elle est et qu'on veut l'implanter dans un cadre nouveau, ça devient problématique. Ça devient problématique pour l'espace et ça devient problématique pour des personnes qui l'appliquent. C'est pourquoi à l'université, des fois, il y a des dérives culturelles. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que l'on ne respecte pas leur culture, mais c'est parce qu'ils ont une compréhension de leur jaune et ils l'ont importé vis-à-vis de notre cadre. Et ça crée l'absence de relativisme entre les deux. Et c'est pourquoi on a beaucoup de dérives culturelles au sein de l'université. Et c'est pourquoi la péroraison, parce que lorsqu'on veut faire un roman, pour moi, c'est soit sensibiliser la population, soit donner un autre aspect de compréhension d'une chose en tant que telle. Et j'ai voulu, avec ce roman, donner une autre compréhension à l'université. Mais la solution peut ne pas venir de moi en tant qu'écrivain. Mais un problème connu, Mbalo, est à moitié résolu, carrément. Et ça, c'était l'approche. Mais à la fin, quand même, Fanta a su donner quelques pistes de solutions parce que pour Fanta, ce n'est pas le syndicalisme à l'université qui est mauvais, mais c'est la manière dont le syndicalisme se passe à l'université, carrément. Et Fanta, elle a donné quelques pistes de solutions avec des personnes qui se sont instruites, qui sont des étudiants modèles et qui peuvent aujourd'hui reprendre les flambeaux en bien représentant, pour bien représenter la communauté estudiantine. Justement, vous parlez de Fanta qui propose des solutions dans le livre et vous avez voulu donner une autre compréhension de la vie estudiantine. Quel est le message que vous espériez que les lecteurs vont retenir? S'il y avait un message particulier, lequel souhaiteriez-vous que les lecteurs puissent retenir? D'abord sur le texte. D'abord sur le texte et le roman. Pourquoi? Parce que pour moi, aujourd'hui, le roman est un peu en déclin par rapport à notre société. Oui. Malheureusement, on n'a pas encore trop de production. Et... parce que moi, je pensais que c'était un recueil poétique. Ah, ok. Excellent. Ça veut dire, parce que pour moi, c'est ça en fait. Le roman est en déclin. Et regarde aujourd'hui sur la scène littéraire sénégalaise, Mbalo. On a beaucoup d'auteurs, mais qui pour la plupart se trouvent en France, tu vois, se trouvent dans la diaspora sénégalaise, tu vois.
Et ça devient problématique, en fait. Ça devient problématique parce que si à l'intérieur de notre espace, on est plus capable de produire un roman, de servir de réflexion qui soit crédité, c'est parce que soit il n'y a plus un public qui lisait, qui est aujourd'hui en déclin, ou bien soit il y a des auteurs qui ne produisent plus vis-à-vis du roman. Et le roman, pour moi, ce n'est pas un point de vue de l'auteur. Pour moi, le roman est périodique et que en fait, on parle des thèmes romanesques pour les donner peut-être un sens de fiction, mais pour représenter un peu et ressortir la vérité. Donc, d'abord le roman. Le roman est un peu en déclin et aujourd'hui, certes, il y a quelques auteurs qui travaillent pour le redonner ce sens-là. Pour le redonner ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, le roman, c'est une production littéraire, mais qui concourt avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Donc, aujourd'hui, les personnes continuent de lire, mais on ne lit plus vis-à-vis d'un texte romanesque. Aujourd'hui, on lit parce qu'on est dans un domaine. Aujourd'hui, on lit parce qu'on est peut-être sur Wattpad, tu vois, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et on passe notre temps à lire des commentaires. Carrément. Parce qu'on est curieux. Carrément. C'est pourquoi, lorsqu'on dit que les personnes ne lisent plus, moi, je dis non, mais c'est pas du tout. Il faut aller voir les commentaires. Carrément. Parce que les gens, ils sont des champions pour lire des choses qui n'ont aucune importance, aucune valeur, juste parce qu'ils sont curieux. Les commentaires, il faut voir. Il y a des gens, s'il y a 1000 commentaires, ils vont lire les 1000 et attendre d'autres commentaires. Mais pour lire une page dans un livre, dans un roman, c'est problématique. Ça devient compliqué. Ouais. Et c'est pourquoi le rôle aujourd'hui de l'auteur est beaucoup plus élevé. Au départ, quelle que soit ta production, vous serez lu. Mais aujourd'hui, si la production ne parle pas à votre public, malheureusement, vous ne serez pas lu. Donc, certes, il y a une responsabilité du lectorat, mais il y a aussi une responsabilité des écrivains. Lorsque vous écrivez aujourd'hui, écrivez sur quelque chose de contextuel, quelque chose qui peut parler à votre génération. Et pour moi, de tous les problèmes que l'on fait face aujourd'hui, peut-être le premier problème, c'est le problème de l'éducation. Et on ne peut pas parler de l'éducation sans pour autant faire un retour dans l'université publique sénégalaise. Et si on ne comprend pas ce qui se passe à l'université, on ne peut pas redresser notre angle de tir. À l'université Mbalo, on a beaucoup de personnes qui entrent, mais malheureusement, on a beaucoup de personnes aussi qui ne demandent pas à entrer tout simplement à l'université. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont une autre compréhension de la réussite. Parce que l'université aujourd'hui, pour parler comme Seryerim, ne doit pas être l'apanage de tout le monde. Ne doit pas être l'apanage de tous les intellectuels. Il y a certains qui doivent venir à l'université, mais il y a d'autres qui peuvent suivre des formations à courte durée pour intégrer le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, ça devient totalement problématique. C'est pourquoi, d'abord que le public retienne que le roman est en déclin et il faut qu'on lui donne peut-être une nouvelle souffle, d'abord. Et ensuite, sur ce qui est dit dans ce roman, c'est une vision. Sur ce qui est dit, ça se rapproche plus de la réalité. Ce qui se dit, c'est certes d'une fiction, mais qui a été effleurée par une tasse réelle. Cette tasse réelle-là, Fanta l'a vécu. Allez à l'université publique sénégalaise, vous allez voir plusieurs Fanta, plusieurs Djibril qui aujourd'hui peut-être sont toujours dans ce cercle de l'université. Et je pense que même le plus important, c'est que tu as pu quand même refléter un peu les inquiétudes de certains jeunes et tout. Il y a un passage que j'ai aimé à la page 55 où parlait des inquiétudes, de la peur, je vais essayer de partager un petit moment de Gabriel. Gabriel. Donc, je partage un petit paragraphe, il faut aller chercher le livre. Alors, Gabriel avait peur de son avenir, comme tous les jeunes. Gabriel avait peur de décevoir sa personne. Gabriel avait peur de la précarité de sa famille. Gabriel avait peur de son legs générationnel incompris, infondé, inadapté à un monde qui se faisait sans elle. Cette génération de Gabriel fonda son action sur un avenir promettant, un discours insongé depuis les temps de l'alternance. 3 points de suspension. Même moi, j'étais dans la lecture. 3 points de suspension. Vous voyez comment? Parce que oui,
on a peur pour notre avenir. Ouais. On a peur pour la famille. Maman est à la maison, papa, on a cette envie, cette ambition d'aller chercher les choses pour aller leur dire, voilà, voilà, les sacrifices pour moi, c'était pas un grand zéro. Ouais. Parce qu'on a tous cette envie Ouais. de faire plaisir à papa, de faire plaisir à maman, Ouais. d'être reconnaissant pour les sacrifices qu'ils ont faits. Parce que si aujourd'hui, nous avons des étudiants, si tu es arrivé à être étudiant, c'est parce que derrière, il y a toujours un vieux qui se levait tous les jours à 5h, 6h du matin, Ouais. qui, même quand il est malade, il ne pouvait pas se reposer Ouais. parce qu'il devait travailler pour payer tes études, Ouais. ta nourriture, tout ce dont tu as besoin. Carrément. À côté, la maman qui te donne tout. Carrément. Tout. Et c'est très inspirant, Carrément. très intéressant, Carrément. très réfléchi et très riche en même temps. Carrément. Donc, C'est- un si long mémoire jamais soutenu, Ouais. il faut aller chercher ce livre. Hein? Donc, Et cette uh-huh. cette peur-là que vous parlez tout à l'heure, malheureusement, cette génération n'est pas trop appuyée par nos autorités. Quand je dis ça, c'est que après le baccalauréat, vous avez des rêves. Malheureusement, nos autorités se chargent de comment faire en sorte que tous les étudiants soient orientés, mais sans pour autant se demander sur quoi ces étudiants-là soient orientés. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que l'on parle d'un monde où on a des analphabètes aujourd'hui au Sénégal et que les personnes qui sont à l'école ne peuvent pas encore trouver de l'emploi parce qu'il y a une inadéquation entre l'offre de formation universitaire et la demande du marché. Et pour moi, ça, Mbalo, c'est un problème crucial. C'est un très, 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 très grand problème. Carrément. Un problème problématique. Carrément. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être au 21e et on continue à dispenser des enseignements qui ont été du 20e. Mbalo, pour moi, l'université devrait s'adapter par rapport à notre monde, mais pas le contraire. Madame Penda Mbaouzé, j'ai toujours l'habitude de citer cette dame. Elle dit que malheureusement, nos sociétés sont en avance sur nos universités, alors que ça devrait être le contraire. Et c'est tellement vrai. Nos sociétés sont en avance par rapport à nos universités, par rapport à nos écoles. Parce que le malheur, c'est aujourd'hui, tu apprends tellement de choses, mais une fois dans le monde professionnel, wallahi, c'est des centaines et des milliers d'étudiants qui font un travail qui n'a rien à voir avec leur formation de base. Et ça, parfois, c'est regrettable parce qu'on a quand même passé des années et des années à l'école primaire, collège, lycée, université, pour à la fin faire un autre travail, quoi. Hein? Donc, l'adaptation du système, je pense que ça, c'est un point très, très important. Et peut-être que nos autorités, Inch'Allah, vont prendre tout ça en compte. En tout cas, ici, c'est la télé 100% éducation. Donc, nous, tout ce qui va favoriser, tout ce qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des étudiants, des élèves, ce sera tout simplement le travail de télé-école. Nous allons nous donner cœurs et âmes, sans essueur, à 100% pour tout simplement faire notre part. Excellent. Alors, mon cher ami, par rapport à ce livre, aujourd'hui, quel a été l'accueil du livre, hein? Comment les lecteurs, ceux qui ont déjà lu, est-ce que vous avez des retours par rapport à leur avis, à leur perception de ce livre? Oui, en fait, vous savez, pour moi, ce qui a été le déclic, c'est le lectorat, ne l'était pas pour moi. Pour moi, j'étais plus dans le fond du travail. Comment est-ce que je peux retracer une vie à l'université dont le personnage ensuite ne serait pas attaqué, dont le personnage, il sera à un niveau majeur entre ce qui se passe et la réalité. Mais le lectorat, les retours pour moi que j'ai eus, c'était plus le fait que j'ai trop utilisé la langue Wolof à l'intérieur du livre. Et ça a pu créer un charme, c'est les lecteurs. En fait, moi, Soleil des indépendances. je vous assure, beaucoup de retours pour moi sont allés dans ce cadre. Mais Mohamed, on a trop apprécié le fait que
tu as utilisé la langue Wolof à l'intérieur de votre livre. Surtout, Fulay Ndiaye Dakar. carrément, et surtout lors des conversations. Parce que, et Mbalo, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, tout a un début. Lorsqu'on parle de la valorisation de nos langues locales, ça commence d'abord par l'écriture. Il faut d'abord que nos écrivains aient la possibilité, aient l'envie, et le désir de se reconnaissent carrément par rapport à cette langue. Parce qu'on a une très belle, on a de très belles langues d'ailleurs. Et comme je l'ai fait avec le Wolof, certainement il y aura un autre auteur qui va le faire avec le Peul, avec le Djola, avec le Soninké. J'arrive. On vous attend. J'arrive. En tout cas, ça a été un déclic, c'est le lectorat. Et moi aussi, j'ai trop apprécié. Et ensuite, il y a le travail sur le fond. Parce que malheureusement, on a beaucoup de personnes à l'université qui n'ont pas droit à la parole. Malheureusement, à l'université, on n'a pas la possibilité de dire nos inquiétudes. Et grâce à ce livre-là, on a parlé pour une génération. On a parlé pour un cadre de réforme au sein de notre université publique pour ne serait-ce que s'adapter par rapport à la demande de notre marché actuel. Donc ça, pour moi, ça a été une fierté qui a été retenue par l'électorat. Et je pense que juste là, ça continue. Ça continue. Machallah. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que on va interdire dans les normes d'écrire le français de médio, mais c'est du charme, quoi. Vous savez, tout à l'heure, je l'ai dit, le sens de notre génération, c'est qu'on l'audace, est décomplexé. Carrément, c'est qu'on est On décomplexé. est, voilà. Et puis, voilà, c'est du soleil des indépendances, quoi. C'est du charme, quoi. C'est un charme de plus. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais d'abord, c'est que, avant qu'on puisse conclure, que tu puisses au moins donner un conseil aux écrivains, à ceux qui aspirent à être des écrivains, ceux qui cherchent à publier leur premier livre, entre autres. Mais avant de répondre à la question, pourquoi Fanta et non Modou ou Mohamed? Ok. On a... Là, vous êtes dans le livre. Vous êtes dans le livre parce que déjà, le nom, comme Fanta... C'est une question pour le syndicat, quoi. Ok. Je pense que comme Fanta, on pourrait avoir Anta. Oui. On pourrait avoir Aïcha. Oui, mais Mohamed ou Modou ou Aboubakar ou Mandione. Ok, parce que pour moi, si c'est une femme, c'est trop facile que le lectorat s'y retrouve. Parce qu'il y a une sensibilité qui est un peu féminine. Et que pour moi, la solution de l'université aussi, tôt ou tard, va venir par l'implication des femmes. À la fin, Fanta, au départ, elle n'était pas syndicaliste, mais à la fin, elle a décidé de mettre en place un cadre qui va favoriser un regroupement de tous les étudiants du pays et qui vont combattre les maux de l'étudiant. Et en étant une femme, pour moi, il y a une part de compréhension. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos universités publiques, le quota des femmes a tendance aujourd'hui à dépasser le quota des hommes. Il n'y a pas tendance, c'est carrément le cas. Et ça s'explique. Ça s'explique d'abord par une conjoncture sociétale. Par une conjoncture sociétale, car les femmes aujourd'hui ont compris que la place de la femme a dépassé tout simplement le cadre ménager. Aujourd'hui, la femme représente le pouvoir. Aujourd'hui, la femme représente l'avenir. C'est pourquoi à l'université, on a trop de femmes qui s'inscrivent, qui se donnent corps et âme pour la réussite dans les études. Fanta est juste un exemple, mais comme aussi elle représente les autres étudiantes. Et pourquoi le quota des hommes aussi s'amenuise de plus en plus? C'est que d'abord, il y a des pressions sociales sur nos hommes, malheureusement, Mbalo. Que lorsque vous êtes à l'âge de 25 ans, normalement, vous devrez être soutien de famille et vous ne pourrez pas continuer à être à l'université. Tout ça, ça sent que peut-être vos études ne vous mèneront pas directement à un travail. Quand je dis ça, c'est une équation. Par exemple, lorsque vous faites une filière quelconque et qu'à la fin, si vous ne faites pas un concours, vous ne pouvez pas intégrer l'administration publique, alors que vous n'êtes pas convoité par le marché privé, là, ça devient problématique. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui abandonnent et la conséquence de cet abandon-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la mer. C'est ce qu'on a vécu dans nos universités après la fermeture, après plus d'une année. On a beaucoup d'étudiants qui ont pris la mer aujourd'hui et Fanta, grâce à elle, on a vu que même son père a été victime de l'immigration clandestine. Donc vous voyez qu'il y a une imbrication entre le personnage Fanta, mais aussi avec son meilleur ami Gabriel. Gabriel, certes,
n'est pas syndicaliste lui aussi, mais Gabriel a un regard particulier pour Fanta. Pour Fanta, ensemble, on a vécu des jours où on n'avait pas de ticket pour aller au restaurant. Et ça, Mbalo, c'est une réalité universitaire. C'est une réalité. Combien sont ces étudiants qui sont obligés parfois de dormir dans les couloirs Carrément. parce qu'ils n'ont pas de logement et qu'ils n'ont pas les moyens de trouver une chambre. Combien sont ces étudiants qui comptent sur leur bourse pour à la fin du mois pouvoir donner un peu à papa, envoyer un peu à maman. Et c'est sensible parce que aujourd'hui, comme tu l'as dit, ça peut causer cet abandon prématuré parce qu'on se dit, je ne peux pas continuer dans ces circonstances. Papa prend de l'âge, maman compte sur moi. C'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, je dirais tout simplement courage. Comme le dit notre président directeur général, Mr. Blue, le facile n'est pas durable, le durable n'est pas facile. Et la souffrance, c'est une école de formation. Aujourd'hui, je profite pour faire un coucou à tous les étudiants, à tous ces djambars, à tous ces soldats, à tous ces braves dames qui se battent, qui sont en train de subir, en tout cas en silence, certaines complications, certaines difficultés, mais qui sont tout simplement déterminés pour aller chercher ou bien créer leur avenir. Courage et bonne chance. Excellent. Tout simplement. Excellent. Mon cher ami, nous voilà malheureusement au terme de cette émission. J'ai beaucoup aimé l'échange. J'ai beaucoup aimé la richesse de tes propos. Hein. Très jeune, mais machallah. Machallah, comme le disait ma maman, un coucou à Mariama Gueye, prince et princesse. Elle me disait souvent, nek ndaw terewuta am jom. Te bind livre moom ko amul jom doo ko def ndax bind yombut. Waxuma la nag nekkaat ci yeneen di entreprendre di yal na yàlla defal la jàmm. Am nañu mbégte lool ci recevoir la ci plateau bi. Am contentement aussi ci richesse bi ak âge bi macha allah. Tey quel est le message que tu vas peut-être partager avec ceux qui aspirent à écrire, ceux qui veulent partager à travers l'écriture et un message en général pour conclure. Ok, excellent. Déjà, je vais commencer par un message général. Ensuite, je vais revenir sur les aspects pour l'écriture. En fait, Mbalo, vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez mis dans un cadre. C'est le cadre des étudiants. Le cadre des étudiants parce que dormir sur les couloirs, ne pas avoir de ticket, ça c'est une réalité. C'est une réalité à l'université que tous les étudiants peut-être ont déjà, pour la plupart, ont déjà vécu. Moi, je connais personnellement des personnes qui l'ont fait, des personnes qui ont partagé des chambres de 16 personnes et que pourtant aujourd'hui, peut-être s'ils ne sont pas au niveau de soutenir leur mémoire, ils l'ont déjà fait. Donc, pour vous dire que quelles que soient les conditions dont vous faites face, surtout à l'université publique sénégalaise, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas la responsabilité d'abandonner. Parce que l'abandon n'est jamais la solution. Et aujourd'hui, c'est pourquoi moi je plaide pour que nos autorités fassent plus un regard sur nos universités. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que nos universités n'intéressent plus maintenant. Tout ce qui intéresse nos autorités, c'est de dire qu'on a orienté tous les étudiants. Mais donner à l'étudiant la possibilité, même en étant étudiant, de pouvoir travailler, d'être fonctionnel dans le monde du travail. Et ça, Mbalo, c'est un problème du système LMD. Malheureusement, on n'en parle pas. Dans le préambule du système LMD, on dit que les diplômes qui sont convoités par les LMD cherchent une adéquation entre les diplômes au Sénégal, par exemple, et les diplômes dans l'espace Union européen. Mais Mbalo, on n'est pas dans l'espace Union européen. C'est pourquoi nos enseignements ne sont pas adaptés par rapport à notre marché. Et les étudiants payent les pots cassés. Quels que soient les sacrifices qui sont donnés. Que vous soyez, moi, des fois, je suis à l'université jusqu'à minuit, 1h du matin. Et sur les trottoirs de l'université vers la corniche, vous voyez les étudiants en train d'apprendre leurs leçons. Moi, je l'ai fait, peut-être vous l'avez fait, d'autres on l'a fait. Mais il faut que ces sacrifices-là payent. Il faut qu'aujourd'hui, ce renouvellement-là de génération passe d'abord par l'enseignement qui se donne dans nos universités publiques. Donc, donner à l'étudiant l'opportunité d'exploiter le potentiel qu'il a à lui. Donc, moi, lorsque je parle de ce livre, je parle pour une catégorie de personnes. Je parle des syndicalistes.
je parle de la politique à l'université. Aujourd'hui, lors de peut-être de cette dernière année-là, mes meilleurs amis, ce sont des syndicalistes. Et pourtant, au départ, je n'avais pas de fréquentation avec les syndicalistes. Ça veut juste dire qu'il y a de l'intérêt avec ce qu'ils font. Mais des fois, ce sont mes amis, je les parle de ça tout à l'heure. Revoyez des fois la manière de faire. Parce que si vous arrivez à ne plus avoir de crédibilité au sein de la communauté dont vous représentez, c'est parce qu'il y a un problème. Et malheureusement, c'est ce qui se passe à l'université. Et le point de déclic, c'était la politique. Il faut qu'aujourd'hui, la politique cesse son arrivée à l'intérieur de nos universités. Malheureusement, la politique constitue plus de tort que de mal. On a fermé l'université publique sénégalaise pendant presque une année parce que c'était pour des raisons politiques. Ce qui n'était pas du tout évident, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, d'une manière générale, peut-être on dit aux étudiants de s'accrocher par rapport à ce qu'ils font, mais de revoir ce qui se passe à l'intérieur de nos universités, surtout de la part des représentants des étudiants, mais aussi de nos autorités. Pour la manière en fait, d'écrire, en fait, je reviens juste sur ça. Moi, je me dis, lorsque vous avez une idée d'écrire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est ni impossible, ce n'est ni difficile. Tout commence par quelque chose. Écrivez votre première phrase et demain, peut-être, vous aurez votre premier paragraphe. Parce que c'est comme ça que l'oiseau arrive à faire son nid. Donc, ça ne veut pas dire, ne voyez pas le travail complet et se dire que je ne peux pas le faire. Mais si vous avez l'envie d'écrire, écrivez. Et moi, des fois, ça m'arrive. Il y a des personnes qui m'envoient des textes et moi, je les dis, mais sérieusement, votre manière d'écrire me fascine. Donc, vous avez le talent, vous avez le potentiel. Donc, exploitez ce potentiel-là parce qu'aujourd'hui, le monde littéraire a besoin de l'audace de nos jeunes pour pouvoir engager le débat beaucoup plus haut. Il y a des auteurs qui le font. Je les fais un petit coucou. Peut-être c'est Mbogart, c'est Elgas, c'est Felwine Sarr, mon mentor en termes d'écriture, même si je ne les ai jamais vus. Et aussi, c'est Fatou Diom. Donc, cette manière d'écrire-là de l'africanité, aujourd'hui, doit faire sa position centrale et nous donner le reflet que l'on veut réellement apporter sur le regard de l'Afrique et du Sénégal de manière particulière. Merci beaucoup. Ce plaidoyer que vous avez fait à l'endroit des étudiants me touche beaucoup parce que, je le dis en toute sincérité, j'ai rarement vu des gens aussi solidaires que les étudiants. Carrément. Nous, on a fait plusieurs fois la tournée. Moi, j'ai été dans toutes les universités du Sénégal, à travers la tournée EDP Sénégal Tour. Et souvent, parfois, on nous propose de loger ailleurs, la plupart du temps. Mais nous, on préfère souvent aller dans l'université et partager les chambres parce que ça nous permet de voir la solidarité des étudiants. Mais c'est juste exceptionnel, quoi. Comment ils sont solidaires, comment ils s'entraident. Ah, boy, am ticket, ticket, boy. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Un coucou à tous les étudiants de l'UQAD, de Bombay, de Saint-Louis, de Ziguinchor et tous les zénos aussi, de Kaffrine, Nugiziar, Nyop, Tibégué, Nyop. Respect à vous. Mesdames, messieurs, très chers amis téléspectateurs de la téléécole, nous voilà au terme de cette émission, 10h midi. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat, de l'écriture et je vous invite à rester scotché au programme de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal. Les étudiants, les élèves, à travers les cours solidaires, à travers les émissions que nous partageons avec vous. En tout cas, tout a un contenu pédagogique et tout est enseignement, tout est formation, c'est tout simplement des contenus de qualité. Donc, je remercie l'ensemble du personnel, les techniciens, Moussa, Mpalou et Mas Rama Kergiyep Dal, Mr. Blue. Donc, merci beaucoup. On se donne rendez-vous prochainement dans une autre émission de 10h midi. D'ici là, prenez soin de vous, souriez et profitez de la vie. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative.